Bain de minuit 29 avec Cameron, Michel Déon, Serge Kruger, Jean Daniel, Karl Zéro, Gabriel Matzneff, Eva Ionesco, Maître Binoche et Caroline Barclay. Caroline, le 3 juin, tu vas devenir la 8e Madame Barclay, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as quel âge? 21 ans. 21 ans. Et alors, ça te fait quoi, cette différence d'âge qui est de combien? De 46 ans, non? Oui, 46 ans, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ton père pourrait être le fils d'Eddie Barclay? Ah oui, complètement, oui. Alors, ça te fait quoi? Oh, ça me fait pas grand-chose. Disons, je ne la ressens pas du tout, la différence d'âge, donc c'est pas grave. Ils ont dit quoi, tes parents, quand tu leur as annoncé que tu allais te marier avec Eddie Barclay? Bon, bah, mes parents, de toute manière, ils sont très cool. Bon, bah, quand ils ont rencontré Eddie, ils s'entendent très bien avec lui, donc il n'y a pas de problème. Puis ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Hein. Bon, pendant 6 mois... Tu leur as présenté Eddie à tes parents? Oui, bien sûr. Et alors? Ils se voient souvent. Ils se voient souvent? Ils s'entendent bien? Très bien. Oh, bah, mes parents adorent faire la fête. Ah bon, c'est une famille déjà très barclaysienne. Dans une interview à France Soir, on lui a dit, mais à votre avis, pourquoi vous avez toujours plein de femmes comme ça autour de vous? Pourquoi toutes les femmes veulent se marier avec vous? Il a répondu, vous ne le marquerez sûrement pas dans le journal, en fait la fille l'a marqué. Il a dit, parce que je fais bien l'amour. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah bon, à son âge? Ben ouais, moi je pense que... Avec tout ce qu'il boit? Ah, il boit pas beaucoup. Il boit pas beaucoup? Non, ça c'est une fausse idée. Tu as lu son bouquin qui s'appelle Que la fête continue? Ah oui, bien sûr, oui. Ah, bah, j'ai même lu les épreuves avant que le bouquin sorte. Ouais. Et ça t'a pas choqué quand il dit, par exemple, que quand il est marié, il aime bien, des fois, comme ça, qu'il y ait une autre fille qui vienne avec eux? Bon, bah si, ça m'a un peu choqué, mais bon, je crois que c'est toujours pareil, c'est une expérience d'une vie, quoi. À 67 ans, il a vécu des choses qu'un garçon de... Ah bah si, lui, il a bien aimé, bon bah... Je pense il dit qu'il aurait bien aimé avoir un harem, il aime bien quand il est avec une fille, qu'il y ait une autre fille qui vienne. Non, c'est sûr qu'il est un peu penché sur les expériences, disons, un peu banales. Mais bon, c'est pas non plus un accro de ça. Hein. Je veux dire, si il a dit qu'il n'aimait pas les partous. Il aimait bien le tribalisme. Il a horreur de ça. Ah oui, ça, de temps en temps, il même pas lui en parler. Quand même. Non, mais de temps en temps, vous avez l'air de dire que ça s'est produit plusieurs fois. Bon, ça s'est produit, je crois, peut-être 3-4 fois maximum. Hein. Et ça, je pense que c'était plutôt ces femmes qui étaient un peu portées là-dessus, qui lui ont fait découvrir ça. Bon, bah, il a accepté, mais il n'est pas non plus... Non. Si un jour il te propose un truc comme ça, qu'est-ce que tu feras? Ah non, moi je suis vraiment pas. Tu l'as déjà averti que tu n'étais pas d'accord? Ah oui, je sais. Tu lui as dit? Tu en as parlé avec lui? Ah oui, complètement. Tu lui as dit, moi, si un jour tu me proposes un truc comme ça, je t'avertis tout de suite, c'est non. C'est sûr. Ah oui, non, vraiment. Ouais. Moi, je dis ça pour tes parents. Quoi? Mes parents, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, les parents. Mais quel âge ils ont, tes parents? Ils ont la quarantaine. Ah ouais, c'est ça, ils sont cool. Ouais, ils sont cool. Il a dit aussi qu'il aimait bien, avant de faire l'amour, regarder des films porno, des trucs, ça le mettait en condition et tout. Non, pas avant, mais bon, il envoie à Canal+, comme tout le monde. Tout le monde. Non, mais il n'a pas sa collection spéciale. Ah si, il en a le droit quand même, ça on ne peut pas nier. Ouais. Qui n'a pas des films porno, ça je crois que... Moi. Mais... Ah bon, ah c'est bien. Ça j'apprécie. Non, moi j'aime pas tellement non plus, je veux dire, mais bon... T'en es fait pour s'entendre. Il t'en a déjà montré? Oh ben j'en ai vu, moi ça me fait rire franchement. Ouais. Je peux pas dire que ça me... t'excite pas? Pas vraiment, non. Ça te fait rire? Je peux pas dire que ça me... J'ai pas besoin de ça pour me mettre en condition. Lui non plus d'ailleurs, mais bon... C'est vrai que... Il y a un truc aussi qu'il dit dans son bouquin qui est pas complètement étonnant, tu me diras, mais il dit qu'il utilise des accessoires des fois. Oh ben ça, il l'a peut-être fait, mais bon, moi... Tu n'en as jamais parlé? Non. Hein? Non, vraiment pas. Il t'a jamais proposé ça? Ah si, il me l'a peut-être proposé, mais bon, c'est plus pour peut-être me faire plaisir à moi, pensant que... En fait, il fait tout ça pour faire plaisir aux femmes, ou pas? Ah oui, c'est vrai qu'il paraît très galant. Ah ça, il est vraiment, c'est tout pour le plaisir de la femme, il n'y a pas de problème. Et si un jour il te propose comme ça de s'amuser avec des accessoires et tout, tu... Oh bah, il me l'a déjà proposé, mais bon, non... Mais ça te choque pas, quoi. Ce que je vois, c'est que ça te choque pas. Moi, je suis plutôt le côté romantique, donc... Non, mais bon, bah, il fait pas ça non plus, il est vraiment... comment dire, c'est quelqu'un de très sensible, il n'est pas du tout brutal et tout, donc jamais il proposera ça. Si t'es pas d'accord, il t'obligera pas, quoi. Oh là, absolument pas, non, c'est pas son style. Hein. Mais s'il a besoin de ça et qu'il le fait avec d'autres filles, non? Ah mais il n'a pas besoin de ça, c'est pour faire plaisir à la fille qui le demanderait, mais il n'a vraiment pas besoin de ça, non. C'est un mec formidable alors. Ah ben moi je pense. Imagine, je sais pas, que ça marche très très bien, et que tu sois finalement la dernière femme de sa vie. Ça marche très bien. Mais imagine qu'il n'y ait jamais de 9e Madame Barclay, que ça marche formidablement, et puis qu'il finisse ses jours avec toi. Il va arriver un moment, ce qui est normal, parce que ça arrive à tous les hommes, où il ne pourra plus faire l'amour. Qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Franchement, j'en sais rien. Tu auras 30 ans, bah quoi, t'en sais rien, c'est physiologique ça. Toi, tu auras 30 ans,
C'est quand même un âge. Je sais où pas une si c'est femme a envie de physiologique, hein, parce qu'il y a des hommes à 45 ans qui peuvent Oui, plus, il y a hein, même- je veux il y dire. a même un moment où C'est dans la tête, où ça. le ticket est plus valable, comme disait l'autre. Qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Tu as pensé De toute à ça? manière, moi, je pense pas vraiment à l'avenir. Je suis d'un tempérament, je vis absolument au jour le jour. Vous allez faire un contrat de mariage où tout ce qui est à lui sera à toi et tout ce qui est à toi sera à lui. Ouh là là. Vous n'en avez pas parlé? Pas du tout, non. Il t'en a pas parlé? Ah non, absolument. Oh là, non, on parle jamais de ce genre Vous de êtes choses. retrouvé à hein. la tête de la moitié de sa fortune. Non, je pense pas d'abord. Et puis non, vraiment, si on me faisait signer un papier maintenant pour pas hériter, Il n'est pas question de je pas m'en hériter. fous. Il est question de faire un contrat de mariage. Je peux très bien. Ah oui, oui. te faire Non mais bon, hériter c'est une s'il sorte meurt. d'héritage, je pense, de ce que vous parlez, quoi. Non, bah, franchement, ça, j'y pense pas non plus. D'abord, j'ai pas des gros besoins. Et puis, bon, bah, quand j'ai besoin de 500 francs, je demande 500 francs. Et puis, ça s'arrête là, quoi. Tu avais un petit copain quand tu l'as connu? Oui, oui. Tu l'as quitté net. Non, pas net, ça s'est fait Tu en lui as 6 expliqué. mois. Qu'est-ce qu'il a dit, ton petit ami? T'es pas heureux, forcément. Va-et-vient, 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 hop, pénétration. Ok, très ouvert, très écarté, bien dégagé. T'as un slip là, tes culottes? Non. Très bien, parfait, on gagne du temps. Le nain, tu peux me renvoyer une mandarine ici? Alors, vous y allez, là, on n'a pas de temps à perdre. Je fais un gros plan d'ici, chérie. Hein. Un front bien ouvert, quelque chose de propre, d'accord? 1, 2, 3. Donc on refera. Tu vois, on le joue toujours très serré, on n'abandonne jamais sa copine et tout. Contact, 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 sans arrêt, il faut penser. Contact, contact, d'accord? Et tu viens ici, clac, tu soulèves la jambe comme je viens de faire, tu en mets là, hop, glou glou dans le truc, et tu vas bassiner, voir si j'y suis pas, d'accord? Et ça bouge, les fesses en dessous, contact, contact, on le veut. On se sent, on se flaire, c'est odorant. Léonard! Tiens, suce-moi le doigt parce que j'ai pas envie d'attraper des microbes. Non, non. Ça, je veux pas. Parce que moi, en érection, quand je suis debout, j'arrive à faire ça avec mon sexe. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je commence à bander déjà. Non, mais c'est vrai en plus. J'ai en demi-érection. Dans ma tête, je suis déjà prêt à tourner. Là, déjà, le sang, il vient tranquillement tout seul. Un plan dialogue, là. Dès que la fille va me toucher, Alors la technique, c'est que toi, tu bouges pas. c'est pas la fille qui m'a fait bander, c'est moi. Vous voulez des brosses à dents? De toute façon, c'est bon, c'est très bon comme fil dentaire. Tu veux du Hein, poil de Vincent. yak? Qu'est-ce que tu m'as dit? Le god ceinture neuf. Le god Et tu ceinture. ranges les godasses au talon. Bon Lana, tu te dépêches à trouver les godes. Côté là, Moi, je m'enlève tu l'enjambes, même pas. Tu l'enjambes, 69, champ contre champ, large et Ah, serré. mais elle a un slip. Ben, quand elle l'aura sur toi, tu vas le baisser quand elle va avoir. D'accord? Tu lui arraches comme d'habitude. Le porno, faut pas avoir peur de faire du porno, on s'assume et puis c'est tout. Ouais. Le but c'est de toucher des appareils, leur donner 2-3 indications et de les faire tout agir. D'accord, sur le canapé. 1, 2, 3. Bon, oui, mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Et attouchez-vous un peu. Hein. Dans ce temps, je règle mon appareil. Et quand il est réglé, je m'occupe de vous. C'est drôle, je sens comme une fièvre, une force inconnue qui me soulève. Dans toute la nature, on sent monter la sève, et l'amour ne se cache plus dans les rêves. Il est partout, dans les cœurs, dans les corps. Des belles salottes quand même. C'est bon. Dis merci, madame. Merci. Merci, c'était très bien. Parfait. Très bien. Parfait, ça c'était vite expédié. Parfait Jean-Pierre. Très bien ça. Voilà du fond. Ouf. Silex. Très bien ça. Je vais faire les jacques sur commande à la minute près. Il m'a dit 20 minutes, j'ai fait 21 minutes. Je suis sûr que t'as un beau visage. On va prendre un morceau. Tes cheveux sont trop longs. Mais je peux les faire les notes. Non, mais même bien dégagé, t'as un très beau visage, je peux pas l'amourdir par les cheveux. Ah bah évidemment. Oh là là, j'en ai plein les cheveux. Annick, Le poids. à table. Alors Michel Ricou, bonsoir. Le nain, bonsoir. T'as pas honte de perdre les godes? Bah non, Qu'est-ce qui t'engueule quand tu retrouves plus les accessoires? oui, ça nous arrive. Qu'est-ce qui te fait?
Non, non, ben, ça crée un peu plus. Faut le temps de les retrouver, c'est Et de temps en temps, il t'oblige à jouer, non? Ah bah oui. Qu'est-ce que tu fais comme rôle? Oh, de la figuration. Ah, de la figuration. Il y a un script, là, par exemple Dans celui-là, non. C'est un film test. Ouais, C'est un film test classique qui s'avoisine à un film improvisé. Mais d'habitude, tu fais des scripts. Mais en principe, on fait des scénars de 200 pages avec découpage et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas de problème. Tout à fait classique comme technique. Techniquement, c'est les techniciens qui font même autre chose entre-temps. Mais t'as pas d'avance de la commission? Non, ça, ils m'ont oublié là-dessus. Ouais, ça, pas de problème. Ils gagnent combien les filles pour faire ça? Environ 2000 francs. Ouais. Oui. C'est pas beaucoup quand même. Hein. Ça dépend. Je vais te dire une chose. Les Françaises gagnent 2000 francs, mais on n'a pas peur d'aller chercher une Américaine et la payer 1000 $. Ah bon? Pourquoi elles sont mieux? Tout à fait différent. C'est des professionnels. Si tu vois pas de filles aujourd'hui, c'est qu'elles s'assument pas. C'est qu'elles ne veulent pas se passer à la télévision, elles ne veulent pas dire je fais ci, je fais ça. Ce sont des filles qui sont hier championnesses pour chiens, qui vont gagner 3000, 6000 balles, 1 million aujourd'hui en tournant avec toi et demain qui sont caissières de Monoprix. C'est pas des professionnels. Tu vas chercher une Américaine, elle assume totalement ce qu'elle fait. Elle dit j'ai fait ce film, il n'y a pas de problème, je suis là et c'est tout. L'allemande aussi. Et tu peux les payer carrément 5-6 000 francs, voire 1 million. Dernièrement, j'ai tourné avec Tracy Adams. Tracy Adams qui est une star aux États-Unis. C'est quand même le top niveau aux États-Unis actuellement, très pro. Elle arrive avec 2 valdingouins, de fringues et tout. T'as pas à t'occuper d'elle. Elle a une retouche maquillage. Elle le fait comme toi, elle le sait. Hein. Hop, elle appelle la maquilleuse. C'est une pro, il n'y a pas de problème. Une pro qui vient chez toi, tu peux lui demander n'importe quoi. C'est-à-dire? Je sais pas, sodomie, tout. Non, parce que quand une fille est une pro, t'as pas besoin d'aller à fond dans le hard. Ah bon? Une simple pénétration. Une Américaine ne fait qu'une pénétration par jour. Ah bon? Elle refuse d'en faire 2. Syndical. Elle n'en fait qu'une. Non, mais elle ne veut pas en faire 2. Ouais. Mais à cette pénétration par jour, elle te fait gagner ton film. Ouais. T'es meilleur, y a pas de problème. Une Française, t'es obligé d'aller pousser les choses à fond. Mais enfin, ça reflète tout le pays, hein, je veux dire une chose. Les Français veulent pas bosser. Bah voilà, exactement, ça, y a pas de problème. Hein. Alors tu vas pas payer plus cher des gens qui en foutent moins que les autres, il faut quand même savoir où on joue. Et si tu lui demandes la sodomie et qu'elle veut pas la fille, qu'est-ce qui se passe alors? Non, ça c'est très clair. Au casting, on fait des castings filmés, où les filles, on leur pose tout un répertoire de questions, très précises, vraiment toute la panoplie. Donc quand elles viennent, tu sais déjà ce qu'elles je vais jamais leur demander ce qu'elles m'ont dit, ce qu'elles veulent pas faire. Il n'y a pas de problème, c'est très clair là-dessus. Il y a des scènes que tu mets pas dans les films qui sont trop hard, que tu mets pas parce que vraiment c'est too much. Oui. Genre quoi, par exemple? Bien, c'est bien simple. On n'a pas le droit aux curés. Ah bon? Aux chiens, aux animaux. Ah bon, aux animaux, c'est interdit. Oui. Bien sûr, les enfants, mais ça, il n'y en a pas de question. Voilà. Les uniformes. Ouais. Ah bon? Urologie, scatologie. C'est interdit tout ça. Interdit aussi. Et puis. Il y a quand même bien des gens qui le font. Bien sûr qu'il y a des gens qui le font. Il y a même les enfants, il y a des gens qui le font, mais il faut remarquer que les enfants, c'est toujours des amateurs, c'est-à-dire le directeur d'une école ou un prof de gymnastique ou je ne sais qui le font. Jamais un professionnel. Parce qu'on sait ce qu'on fait. C'est tout, il faut être responsable. Voilà. Maintenant, les autres, les petites perversions comme l'urologie, les curés ou autre chose, bien sûr qu'il y en a qui le font. Hein. Mais bon, certainement pas pour la France, ils le font pour l'étranger. Moi-même, j'ai fait des films de bonnes sœurs pour l'Italie. Pour l'Italie? Oui, j'ai des grosses commandes en Italie. Ils veulent des bonnes sœurs en Italie? Ils adorent les bonnes sœurs. Voilà. Et toi, il y a longtemps que tu bosses avec lui? Non, 6 mois. 6 mois, ça se passe bien? Très bien. Ça t'excite de faire ce boulot? Pas du tout. C'est pas une question d'excitation, je pense. Non? Tu bandes pas plus le soir quand tu rentres chez toi? Non, pas du tout. Et toi? Bah moi, tu sais, à 20 ans, si je bandais, si j'éjaculais dans mon froc, à chaque fois, je vois une fille à poil, je crois qu'aujourd'hui, tu me verrais pas là, je suis dans une petite boîte, tu vois. Il s'appelle Camarón, c'est le plus grand chanteur de flamenco du monde, il ne fait qu'une télé, c'est Bain de minuit.
Y yo como soy su hijo, tronco de la misma rama. La Virgen de los Remedios, ay, tiene su cara morena, y el niño que va en su brazo, ay, más guapo que la Azucena, oh madre, oh madre, oh madre, oh madre. Eso no está bien, eso no se hace con el mayor enemiguito del mundo que mira si tu pena grande. Ay, me gusta el color de su pelo, sus labios de rosa, me sabe a caramelo cuando beso su boca, rosa del amor te voy a regalar, le, ay, rosa pa' tu pelo, ay, rosa del amor te voy a regalar, ay, rosa pa' tu pelo, rosa del amor te voy a regalar, rosa pa' tu pelo. Camarón, comment se sont passés les concerts que tu as donnés à Paris la semaine dernière? Bien, Très bien, je suis venu l'année dernière, les gens étaient très bien, et puis cette année, ça a été vraiment surprenant. Est-ce que c'est pas plus difficile de jouer devant un public qui n'est pas espagnol? Est-ce qu'il y a le même feeling avec un public français ou européen? Moi, je chante. Quand je suis sur scène, je chante avec mon cœur. Peu importe que le public soit français, anglais ou espagnol. Mais malgré ça, j'ai pu me rendre compte que le public français est très attentif, je crois qu'il me respecte. Et pourquoi on t'appelle Camarón de la Isla? Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est mon oncle qui a donné des surnoms à tous mes frères. Moi, c'était Crevette, Camarón, et ça m'est resté. Est-ce que c'était dur d'être un jeune gitan en Espagne pendant les années du franquisme? À cette époque, je cherchais ma vie. Nous étions une famille très pauvre. Et la seule chose qui m'occupait, c'était de gagner ma vie pour ma famille et pour moi-même. Les gitans ne font pas de politique. Quand tu étais petit, tu voulais devenir torero. Est-ce que tu n'aurais pas préféré devenir un torero star plutôt qu'un chanteur de flamenco star?
Je peux pas me plaindre. Les gens m'aiment, les gens m'admirent. J'aurais voulu être un grand torero, mais je peux pas me plaindre, je suis satisfait. Como por ejemplo Curro Romero o Paula, porque yo iba para eso, para ser torero. Yo era maletilla, ¿entiendes? Pero no me puedo quejar. Aujourd'hui, grâce à toi, les gens écoutent de la musique flamenco comme il y a 20 ans, ils écoutaient du rock'n'roll. Est-ce que tu crois que c'est une mode ou est-ce que tu penses que la musique latine va remplacer la musique anglo-saxonne? Bueno, toda la música que sea buena. Quand la musique est bonne, les gens l'écoutent. Tiene que gustar a todo el mundo. Cada día va la gente, el público joven, se interesa más por el flamenco, que era una música que Le flamenco est une musique qui a des racines très primitives. Más primitiva, ¿no? Y de ahí es una raíz. Yo creo que Et ça peut pas passer de mode, c'est une racine très profonde. Se decaiga más tarde o más temprano, eso tiene que ir arriba porque es bueno. Est-ce que tu es fier quand on t'appelle Mick Jagger gitan? No tengo el gusto de... J'ai pas le plaisir de le connaître. Ya que Mais puisqu'on me compare avec lui, qui est un grand bonhomme, je sais pas, bon. Pues, no sé, yo qué sé. Tu connais les Gypsy Kings? No, non. No lo he escuchado, no lo conozco. Tu n'as jamais entendu un disque des Gypsy Kings? No, tengo una cinta que me... J'ai jamais écouté. J'ai une cassette qu'on m'a offerte et j'écouterai peut-être un jour. On dit que tu as été touché par la Vierge, que tu as la grâce. Est-ce que tu penses ça? Est-ce que tu as senti, quand tu étais enfant, que tu avais été touché d'une grâce particulière pour chanter? Bueno, me parece que algo va conmigo. Je crois que quelque chose me protège. Quita todo el peligro que me pueda pasar. Pienso de que sí, la Virgen, pero... Peut-être c'est la Vierge. Mais ça peut aussi être mon père qui est mort ou ma mère. En fait, ce sont eux mes guides. O mi madre, entonces son los que me guían. Beer. Two-bone Heineken? Yes. Do you know someone here named Dee Dee? Day Day. You're looking for Day Day, man? Yeah. You know him? Yeah, man. You don't look like you know him. What am I supposed to look like? Desperate, man. Yeah, well, I'm desperate. So where you from, man? New York? San Francisco. Much better, man. Yeah. North Beach. Much, much better, man. Many places to dance. If you go to San Francisco, be sure to wear a flower in your hair. Come on, man, buy me a Kahlua and tell Jack about your desperate troubles. Well, all I really need, man, is Day Day. All the boys and girls are looking for Day Day these days. But Day Day been gone, you know, 2 nights. Yeah, but where? Man, why not say what you're looking for? Day Day not the only one who can show you. Why don't you tell me what I'm looking for? The White Lady. No, isn't that so? Yes. Hey, now I see the desperate man. She all right? Beautiful man.
Nobody has touched the lady. You don't worry, man. Follow me. Dimanche 27, le Blue Parrot. Après la première projection de Frantic, Roman recevait ses amis. Gabriel Matzneff, tu as écrit en parlant de toi, je suis un végétarien qui mange de la viande, un athée toujours fourré à l'église et un hétéro qui aime les petits garçons. C'est ça? Oui, c'est-à-dire que je crois que la plupart des gens, ça c'est notre éducation qu'on a reçue en France, vise à faire quelqu'un de bien construit, bien unifié, etc. Alors que nous, au contraire, je pense que lorsqu'on écrit, un artiste qui fasse des livres ou de la tableau, de la musique, au contraire, cultive ses contradictions. Parce que c'est avec nos contradictions qu'on fait... Enfin, en fait, moi, je nourris mes livres de mes contradictions. Commençons par le végétarien qui mange de la viande. Compte tenu de l'âge de tes conquêtes, tu fais très attention à ta forme, non? Je fais attention à ma forme et à celle de mes conquêtes aussi, parce qu'il faut qu'elles mangent des protéines. Ouais, alors 1m82, 60 kg, les vitamines... Ben, c'est-à-dire que je pense qu'il faut... La vie n'est supportable que si on peut en jouir à fond. Donc pour en jouir à fond, il faut être en bonne forme, en bonne santé, péter le feu, être sans cesse aux aguets, sans cesse... bon. Et donc ça suppose une certaine, comme on dit, une certaine diététique, une certaine hygiène de vie. J'aime pas l'expression hygiène de vie qui est un peu bébête, mais enfin ça dit bien ce que ça veut dire. Alors un athée toujours fourré à l'église, ça c'est le côté russe blanc, orthodoxe. Tu as été un des premiers d'ailleurs à t'occuper en 67 de dissidents de Ginsburg et oui, on n'en parlait pas. À l'époque, il n'était pas à la mode. Oui. À Paris, tout était une question de mode. À l'époque, il n'était pas à la mode. Ensuite, je te rappelle, dans les années 74-75, c'était à qui voulait se faire photographier avec son dissident. Maintenant, ils nous emmènent les dissidents. Plus personne n'en parle. Non, on parle de Gorbatchev maintenant. C'est ça, oui. Non, c'est vrai, mais je suis d'origine russe, alors c'était normal que parmi les intellectuels français, j'étais un des premiers à m'intéresser à eux. Un hétéro qui aime les petits garçons, ça c'est toujours un peu Monterland quand même. Parce qu'on a appris un peu après sa mort. Oui. Tout le monde aime les petits garçons, mais dans la mesure, et des petits garçons qui sont mignons comme des filles, donc on peut être sensible à leur charme. Mais cela dit, quand même, l'essentiel de ma vie sentimentale, c'est quand même des jeunes filles qui m'ont toujours occupé. Tu dis justement que tu es pédophile, mais pas homosexuel. Absolument pas, non, ça bien sûr. Ce que tu aimes chez les petits garçons, c'est leur féminité. Oui, c'est leur vénusté, comme on disait. Leur vénusté. Quand est-ce qu'on disait ça? Au XVIIe siècle. Mais je le dis encore. C'est beau, ça. La vénusté, la fraîcheur, l'incarnat des joues, le côté imberbe, le côté, je sais pas, 13-14 ans, un petit garçon vu de loin, surtout dans une atmosphère un peu comme le brouillard, un petit peu comme au bain-douche, on dirait une petite fille, n'est-ce pas? C'est pas... Oh, c'est la même chose. Ça se passe comment? Ça se passe très bien. Tu les rencontres où? On rencontre les gens partout, dans l'autobus, dans le jardin de Luxembourg, partout, au cinéma, partout. Mais on rencontre les gens. Quelqu'un qui vous sourit, on lui sourit, je ne sais pas, ça se passe comme ça. Ouais. Ça dure combien les aventures en général? Ça dépend. Ça dépend quand Une aventure, en général, les aventures sont perturbées par les autres, c'est-à-dire les parents, la brigade des mineurs, la société, les gens, les honnêtes gens. Mais s'il n'y avait que les êtres qui s'aiment au monde, ça serait merveilleux. On trouve que les choses qui vous sont permises sont moins drôles que celles qui sont interdites. Mais c'est une question de tempérament. Il y a aussi des choses permises qui sont agréables, mais le piquant en moins. Lorsque une mère te confie sa fille en disant « prenez-en bien soin », c'est moins agréable que si elle vous dit « je vous interdis de la voir », etc. Alors évidemment, dès le lendemain, tu es à la sortie de la fac ou du lycée et tu la guettes, c'est évident. Plus, comment ça se passe alors avec les familles? Les mères intelligentes sont flattées, les autres me maudissent. D'autres sont jalouses. Les mères sont jalouses, oui, certaines aussi ne sont pas contentes. Une mère, en général, supporte mal de voir sa fille entrer dans la vie amoureuse. Parce qu'elle a l'impression que c'est un coup d'épaule que l'autre lui donne en lui disant maintenant la vieille écarte-toi, c'est à moi de vivre. Les parents en général, l'amour des parents c'est très très surfait, on parle toujours de l'amour des parents. Les familles, surtout dans ces périodes électorales, tous les candidats ils vont de leur discours sur la famille. Moi je voterai pour celui qui ne parlera pas de la famille dans sa campagne électorale. Tu crois qu'il y en a un? Non, il n'y en aura pas. Donc tu vas pas voter? Avec la police alors, ça se passe comment? La police, Tu participes aux bonnes œuvres de la police? Bon, oui, moi je suis en très bon terme avec eux. De temps en temps, je suis invité au Quai de Gèvres. Il y a des écrivains qui sont invités Quai Conti. Moi, c'est plutôt le Quai de Gèvres. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Un jour, peut-être que...
Il y a quand même eu cette sale affaire du choral, là, qui a été quand même une drôle d'histoire, non? Ben, c'était une affaire pour fabriquer toutes pièces par des services de police, pour faire tomber Jacques Lang. Et il fallait autour de Jacques Lang, qui était la pièce de résistance, il fallait des intellectuels pourrisseurs de service. En l'occurrence, c'était René Scherrer et moi-même. Et nous étions tout à fait innocents. Pour une fois que j'étais innocent. Oui, c'est toujours innocent, mais là, c'était une histoire dégueulasse. Non, c'était vraiment la dégueulasserie absolue, des histoires d'enfants débiles, enfin des choses monstrueuses. Oui. C'était vraiment fait pour nous les honorer. Oui, c'est dans un centre de vie à Émargues, on disait que vous alliez pervertir des enfants débiles, vous faisiez des photos. Alors moi, j'ai expliqué ce qui était la vérité aux inspecteurs que je n'avais jamais été là. J'avais horreur de la campagne, que la vue de 3 vaches me donne le tournis, que je n'aimais que les hôtels 5 étoiles et les grandes villes. Et je ne savais pas où c'était cet endroit-là. Mais c'était d'un petit indicateur de police qui avait monté ça. Mais justement, alors tu as attaqué au tribunal et 3 ans après, tu as été blanchi, c'était en 85. Oui, j'ai été blanchi. Mais quand des journaux, style François, annonçaient à la une sur 10 colonnes, comme la guerre du Liban, que nous étions arrêtés, soupçonnés, inculpés, etc., c'était pas la même chose que lorsqu'on a eu réparation. Lorsque j'ai eu réparation 3 ans plus tôt, ça a été en 19e page. Les démentis sont toujours plus petits que les titres. Ça, c'est connu, c'est ce qui arrive à Sagan en ce moment. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Oui, mais c'est démonté par qui, cette affaire? On ne sait pas, on ne sait pas exactement. Tu exactement. l'as jamais su? On ne sait pas, on le saura un jour. Une très belle phrase de toi qui dit « Cela me perdra, mais jusqu'à présent, c'est ce qui m'a sauvé », en parlant de ce qui t'arrive. Ce sont les passions. Ouais. Je pense que je parlais des passions. Les passions nous perdent, mais elles nous sauvent. Tant qu'elles ne nous perdent pas, elles nous sauvent. Alors aujourd'hui, on n'a plus le droit de se tuer parce que les députés l'interdisent, on n'a plus le droit de baiser parce qu'on va attraper le sida, on n'a plus le droit de rien faire. Alors autant, tout de suite, s'étendre dans notre tombeau et attendre la mort. On aura l'éternité pour être tranquille. Qu'est-ce que c'est la vie? Mais la vie, c'est quelques secondes, c'est une fraction de seconde par rapport à l'éternité qui était avant nous et l'éternité qui sera après. Donc cette vie, vivons-la à fond. Mais on sera raisonnable plus tard, quand on sera mort, quand on sera au cimetière. Mieux vaut périr en restant soi-même que prospérer en se reniant. C'est des belles phrases, ça. Oui, mais c'est vrai en plus. Si tu penses que Byron est mort à 36 ans, que Schubert, je crois, est mort à 27 ans, enfin, nous sommes déjà au XXe siècle, des gens devraient tous être morts déjà depuis longtemps presque. Alors, c'est toujours, on aura bien assez vécu. Qu'est-ce que les gens? Les gens ne veulent pas mourir. Les gens, ils veulent vivre, avoir leur retraite, vivre jusqu'à 90 ans. Ben, si quelqu'un doit vivre d'une manière étincelante et mourir jeune, eh bien, il mourra jeune. Alors, dans les endroits où tu dragues, Gabriel, il y a Paris, mais il y a aussi l'Asie, il y a Ceylan, il y a Manille. Tu sors un bouquin qui se passe à Manille, qui s'appelle Harrison Plaza, dans un endroit qui a brûlé d'ailleurs en 82, non? Oui, c'est un endroit un peu mythique, qui a été reconstruit ensuite et qui joue un rôle important dans la vie de Manille, qui est un peu comme la place Saint-Marc à Venise, si on peut dire. Enfin, ça n'a rien à voir, mais en même temps, dans mon esprit, pour moi. Et c'est un lieu, effectivement, où on drague beaucoup. Mais en fait, il s'agit en fait d'une passion française, si je puis dire, entre une lycéenne de 14 ans et un monsieur plus âgé, enfin, un type de mon âge à peu près, et qui partent aux Philippines pour échapper justement à Paris, c'est-à-dire à la condamnation des adultes, aux brigades des mineurs, aux lettres anonymes, etc. Et qui partent vivre leur passion là-bas. Et effectivement, c'est d'abord essentiellement l'histoire de cet amour, de cette passion, mais sur fond politique. C'est pas gênant quand même d'aller aux Philippines? Bon, toi, enfin, ton héros, c'est pour y retrouver une jeune fille parisienne. Mais pour se taper des petits Philippins qui font ça simplement parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, c'est pas gênant, ça? Il est certain qu'il y a un michetonnage tiers-mondiste qui est choquant, mais ce qui est choquant, c'est la misère. C'est pas le michetonnage, c'est le fait que des gens... Parce que c'est la pauvreté, c'est l'injustice sociale, c'est le chômage, c'est la pauvreté de ces pays. Oui, c'est un problème économique. Mais cela dit, il y a aussi une tradition érotique en Asie qui date de siècles, n'est-ce pas? C'est pas les Européens, les Occidentaux qui viennent en Asie, que ce soit en Thaïlande, en Indonésie, aux Philippines ou n'importe où, qui ont introduit la prostitution des jeunes filles et des jeunes gens. C'est une chose qui existe. Disons que la jeunesse, traditionnellement, dans ces pays, commence sa vie amoureuse assez tôt, dans les bras de vieilles personnes, parce qu'il y a une espèce de transmission du savoir, de génération. Il n'y a pas cette idée du ghetto, les jeunes entre eux, les vieux entre eux, ça n'existe pas. C'est une idée assez récente ici aussi. Au XVIIe siècle, en France, tous les messieurs de 50 ans épousaient des filles de 14 ans et tout le monde trouvait ça très bien. Quand je savais que tu serais là ce soir, je pensais te poser une question sur le sida. Et puis il se trouve que le bouquin, quand j'ai lu le bouquin après, le bouquin se termine là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment, le héros commence à avoir mal aux yeux. Il perd la vue, même presque. Il perd la vue, oui. Et ce qui prouve que finalement, quoi qu'il vous arrive dans la vie, on peut toujours, quand on est écrivain, en tirer quelques profits.
c'est que toi-même, tu as eu quelque chose aux yeux l'année dernière. C'est ça, voilà. J'ai été hospitalisé en catastrophe. Là-bas Non, ici. Je suis rentré ici et j'ai été hospitalisé ici, admirablement soigné à l'Hôtel Dieu d'ailleurs. Et effectivement, pendant quelques jours... Tu as cru que ça pouvait être ça? Les médecins, parce que ils ont peu que c'était un virus, ils m'ont demandé, ils pensaient que je me piquais, etc. Enfin, ils ont cru que ça pouvait être le sida. Moi, je n'avais aucune raison particulière d'avoir le sida, donc à la fois j'étais persuadé que c'était pas ça. Non, mais avec en même la vie amoureuse quand même un peu dissolue que tu as, ça pouvait arriver quand même, non? Bon, avec des gens très jeunes, ça serait vraiment, je sais pas si les lycéens ou les lycéennes passent le sida aux gens, je crois pas, enfin, j'espère que non. Mais en tout cas, disons, à la fois c'était improbable, et en même temps, quand des médecins vous posaient des questions, et toutes les questions allaient dans ce sens-là, j'ai eu très peur, et surtout, je vivais, car c'est un roman très autobiographique, cette passion, enfin, j'avais cette fille donc, qui avait 14 ans dans ma vie, et l'idée d'avoir pu c'est très bien écrit, communiquer cette maladie à cette très jeune fille, c'était l'horreur. Et à d'autres peut-être avant, Dieu merci, c'était pas ça du tout. Et... Enfin, le livre se termine sur un point d'interrogation. Le roman se termine sur un point d'interrogation. Le roman s'achève à l'hôpital sur un point d'interrogation, oui. Enfin, toi, tu as fait le test, t'es tranquille. Ah oui, non, je suis en parfaite santé, n'est-ce pas? Je suis en très bonne santé. Voilà. Pierre et Gilles ont encore frappé Mikado, la fille du soleil. La fille du soleil, les fleurs sauvages qu'elle cueille en chemin, elle les jette dans les marécages. Dans sa main, il ne reste rien que l'odeur de leur parfum. Je suis la fille du soleil. Alors Eva et Petrika Ionesco, si vous êtes là tous les deux, c'est pas seulement parce que vous vous appelez Ionesco, mais c'est quand même pour ça que vous êtes ensemble. Alors il manque Eugène, quoi, voilà. Il y a Eva Ionesco, Petrika Ionesco. Pourquoi Eugène ne peut plus venir? Il est trop vieux maintenant. Tu le connais? Moi, je le connais très bien, oui. Ouais? Ah oui. Très bien, j'ai monté un de ces spectacles en Irlande, à Dublin. Ah bon? Et je l'ai bien connu, enfin, jusqu'à ce qu'à un moment donné, sa femme m'a interdit de le voir. Ah ouais, tu n'as plus le droit de le voir? Pas tellement, non. Donc même s'il pouvait se déplacer facilement, il n'aurait pas voulu venir à cause de toi, quoi? À cause de moi, non, parce que je crois qu'il serait très content de me revoir, mais c'est surtout à cause de l'autre Ionesco, qui est sa femme, quoi. Mais tous les Roumains s'appellent Ionesco, non? La moitié des Roumains s'appelle Ionesco, l'autre moitié s'appelle Popesco. Popesco? Oui. Et il y en a un qui s'appelle Ceausescu. Il y en a un qui s'appelle Ceausescu, malheureusement. Malheureusement. Oui, mais ça doit être un nom emprunté parce que... Ouais, c'est pas un vrai Roumain. Non, c'est pas un vrai Roumain. Alors Eva, tu as quel âge maintenant? 22. 22 ans? Non, tu vieillis pas. Quand on s'est connus, tu avais quel âge alors? À l'époque de la main bleue et... 13. Ouais, c'est ça, ouais, un peu moins peut-être même, non? 12, 13. 12, 13 ans? 14. Entre 12 et 14. Alors tu as commencé à poser à quel âge avec ta mère Irina? 7 ans. De 7 à 12 ans. De 7 à 12 ans? Jeune, très jeune. Ouais, très jeune. Et ça se passait comment alors? Bah, ça se passait le dimanche après-midi. Pourquoi le dimanche après-midi? C'était le jour de repos et de congé. Ça te choquait de faire ça? Ça te demandait un effort? Bah non, moi j'aimais bien. Au début, ça m'amusait, quoi. Après, j'en ai eu marre parce que je voulais passer mes dimanches après-midi à faire autre chose, quoi. Ouais. Mais tu en gardes quoi comme souvenir? Bah... parfois des souvenirs amusants et parfois des souvenirs chiants, quoi, parce que c'était laborieux.
pas, l'école, par exemple, ça se passait comment? Tes copains, tes copines, quand ils voyaient ça, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ne voyaient pas tellement, ça se passait dans les revues de photos, quoi. Ouais. Ils ne savaient pas tellement, parce que c'est quand même quelque chose de chargé, de... On ne peut pas distinguer vraiment. Enfin, on me reconnaissait, ils savaient que je faisais des photos, tout ça. Mais c'était pas le magazine, quoi. C'était quand même des revues de photos. Bon, après, c'est passé à un autre stade. Tu penses que ça t'a changé d'avoir fait ça? En même temps, ça m'a changé, en même temps, ça m'a appris plein de choses. Ouais. Ça m'a appris des choses quand même, de tout le temps travailler comme ça devant un Mais sexuellement, ça t'a pas filé des fantasmes particuliers, par exemple? Non, aucun fantasme Maintenant, particulier. quand t'es avec un mec, avec un mec, tu t'habilles pas comme ça, obligatoirement. Non. Ah, ça m'a fait... Ça n'a pas influencé ta sexualité plus que ça, quoi? Malheureusement, non. Non, malheureusement, non. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas ce genre de fantasme. T'as pas ce genre de fantasme? Non. T'as fait quoi après, alors? Après, j'ai... Parce que ça fait une paye qu'on t'a pas vu dans les boîtes de nuit, là, dis donc. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu fais? T'es devenue quoi, alors? Je joue. Oui, je sais, une actrice sérieuse. Qu'est-ce que t'as fait depuis? Depuis, j'ai beaucoup tourné. Et là, je travaille au théâtre. Je suis dans la troupe de Patrice Chéreau, à Nanterre. Et bon, on a 3-4 pièces et on joue des plus ou moins grands rôles. Et on se... Voilà. Donc, je fais la prochaine pièce de Patrice, Le Retour au désert, la pièce de Tchekhov qui se passe à Avignon. Ouais. Et là, bon, une petite chose dans le conte d'hiver. J'ai fait le Doyon dernièrement aussi. Ça se passe bien, alors? Ça va, oui. La fille du soleil, de ses baisers, m'enivre comme le cannabis. C'est un fruit chaud et sucré, bien vite hors de mes bras, elle glisse. Sa peau couleur pain d'épices. Je suis la fille du soleil. Io soy la chica del sol. Alors Petrika, lui, il fait la mise en scène et les décors de Boris Godunov à l'Opéra. Pas mal. Alors il a une vie absolument incroyable. C'est vrai que tu es né dans un monde charge, un dimanche après-midi, coincé entre deux étages. Oui, oui, aussi vrai qu'on a au bain de douche. Ouais. C'est... en Roumanie, à cette époque, c'était la famine, le terrorisme, les bombes explosaient partout. Ouais. Et puis surtout autour de cet hôpital-là, où ma mère, un vendredi 13, a eu l'idée d'aller à l'hôpital. T'es né un vendredi 13 en plus? Vendredi 13, oui. C'est vrai que même maintenant, dans les rues, chaque fois qu'il y a un numéro 13 ou n'importe où, même sous une table ou n'importe où, le 13 perce le mur. Ouais, tu le sens? Je le sens, oui. Et, par exemple, quand je répète, si j'arrive devant n'importe quelle chambre où c'est 13, la première chiffre que je vois, je sais que la journée est parfaite. Et puis, bien évidemment, il y a eu des attentats et le câble qui alimentait l'hôpital a explosé. Ah d'accord. Et puis le monde charge s'est arrêté entre deux étages. Et puis il y a eu une césarienne et ça a duré. C'est pour ça que je ne peux jamais faire mon horoscope parce que je n'ai pas l'heure. Ma mère était évanouie sur le chariot, disons, qui était. Et puis les médecins ont pénétré par le câble là-haut, par un petit trou, quoi. Et l'opération a commencé comme ça, à la lumière des bougies. Et puis,
jusqu'à il y a 5 ans, je ne pouvais pas aller dans des ascenseurs. J'entendais des respirations curieuses, des pleurs d'enfants, des choses comme ça. Quand tu allais à New York, tu montais à pied alors? À pied, tout à pied, oui. Dis donc. Alors ton père a été un des fondateurs du Parti communiste roumain? Oui. Et puis après, bon, en 1948, quand la Roumanie est devenue un... Au départ, c'était un terroriste, quoi. Enfin, je veux dire, c'était un marché. Tout de même, il faut le respecter pour quelques... Parce que, par exemple, il devrait être marqué dans les livres de records Guinness, quoi, parce qu'il a fait tout de même 18 ans de prison dans une cellule sans lumière, et puis ça a été l'homme le plus maigre, je crois, vivante, qui a jamais survécu dans les Balkans. On l'a sorti, il avait 30 ans. Mais enfin, il a tout de suite eu l'idée d'engrosser ma mère, disons, pour équilibrer tout ça, comme ça, et voilà comment je suis né, moi. Alors après, quand il y a eu le communisme en Roumanie, il est devenu vice-président du... Oui, bah, évidemment. Et toi, tu as fait partie de la... J'aurais pu peut-être être président, mais vous savez, comme il est sorti un peu plus tard de prison, on s'est bousculé qui était le premier, c'est celui-là qui arrivait, quoi. En 68, tu faisais partie de la jeunesse dorée de Roumanie, quoi, avec le fils de Ceausescu. Tu as manifesté contre l'entrée des chars à Prague. C'est toujours singularisé, quand même. Moi, je dormais tranquille, et mon frère arrive halluciné. Lui, il faisait partie de la défense, disons, du pays, il était militaire. Hein. Halluciné, les Russes sont entrés en Tchécoslovaquie. Moi, je ne savais pas, enfin, j'étais même pas au courant qu'ils étaient sortis, quoi. Voilà, je me réveille comme ça, et ça me prend une espèce d'émotion patriotique. Avec un copain, on va devant l'ambassade soviétique. Et alors, on crache sur la porte, on fait tout un tas de bêtises comme ça, mais enfin, ma foi, le type était caché tranquille. Alors, ça m'est venu l'idée de téléphoner d'abord à 5 amis, puis les 5 à 5, et en fin de compte, il y a eu 2000 personnes qui se retrouvaient l'après-midi. On a manifesté devant toutes les ambassades, fini devant le comité central. Mais à l'époque, c'était plus curieux, parce qu'à l'époque, Ceausescu, c'était les années 68, il était presque pour la Tchécoslovaquie. Il apparaissait avec un pistolet sur l'enfant, il faisait un peu le Che Guevara, le Castro, comme ça. Et ma foi, bien évidemment, comme ma bande, disons, enfin, la bande de soirée, quoi, des amusements, c'était le fils de Ceausescu aussi, sa fille aussi. Ça s'est arrangé, quoi. Sa fille aussi, qui à l'époque, par exemple, venait chez moi au Nouvel An en tricolore, quoi. Les cheveux étaient tricolores, quoi. C'était la première pompe, je crois, de Roumanie, quoi. Le fils venait d'arriver d'Oxford, où il étudiait la physique, un dandy, vraiment très branché, tout ça, c'était très bien. Et ils ont manifesté. Et bien évidemment, en fin de compte, il y a eu une répression. Beaucoup, ils ont été arrêtés. Pas nous, bien évidemment. Nous, on était vite fait relâcher. Tu retournes en Roumanie de temps en temps? Je suis retourné il y a 2 ans pour l'enterrement de ma mère. Et ils m'ont donné une visa pour aller, mais moi, j'ai encore pas renoncé à la nationalité roumaine. Donc, bien évidemment, je tremblais à mort parce que je pensais ils auraient pu te garder, ouais. Ah oui, ça m'est arrivé. D'ailleurs, je viens d'écrire un scénario de cinéma sur ce qui m'est arrivé, moi, les 4 jours que j'ai passé à Bucarest. C'est phénoménal, hein. Le pays, à l'époque, c'était la porte de l'Occident, on l'appelait. Maintenant, c'est chuté dans l'Orient, mais alors, à un niveau, c'est le toboggan, comme ça, c'est sans fin. On dit Ceausescu, ciao, ciao, mais c'est jamais ciao, quoi. Toujours, il est là. Et le pays s'est appauvri. Par exemple, vous avez, je ne sais pas si vous avez du temps que je vous raconte. Tu peux raconter tout ce que tu veux. Hein? Parce que, par exemple, c'est des choses comiques, quoi. Ce qui se passe en Roumanie, maintenant, c'est complètement délirant. Tu demandes, par exemple, le fils, parce que l'homme qui a suivi mon père à l'ambassade à New York s'appelait Brucan, qui est un grand professeur, etc. Et puis il avait un fils, Dinu, quoi, son fils. Et je vais en Roumanie, bien évidemment, c'est un grand poète, Dinu. Alors j'ai tout de suite voulu le connaître parce que c'était un grand ami à moi. Il y a toujours un autre ami qui me disait, mais tu sais, le pauvre, il ne peut pas, il en a encore pour 6 ans à écoper. Pourquoi donc? Parce qu'il s'est fait harponner sur le Danube. Tu as des phrases comme ça, harponner sur le Danube, quoi. Je dis harponner sur le Danube, comment ça? Alors, il m'explique que jusqu'à il y a 5-6 ans, sur le Danube, parce qu'il y a un passage qui fait à peu près 1 kilomètre, où les courants, je ne sais pas comment, où c'est là que quotidiennement, 200, 300 Roumains, paysans, ouvriers, intellectuels, n'importe quoi, tous les nuits essayent de traverser vers l'Yougoslavie, parce que les courants sont favorables. Comme à Hong Kong, quoi, la fameuse baie de requin. Et alors que jusqu'à il y a quelques années, il y avait toujours des barques qui passaient, bien évidemment, des gares frontières avec des mitraillettes. Les types tiraient comme ça dans l'eau jusqu'à ce qu'on n'en parlait plus.
Et les riverains yougoslaves se sont plaints quoi, à l'UNESCO, comme comité européen, partout, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit, c'est pas pour autre chose. Ça les empêche de dormir. Et maintenant, ils ont enlevé, Ceausescu tout de même a eu un moment de générosité, enlevé les mitraillettes et maintenant il y a des harpons. Ah là là. Voilà, comme pour les baleines. Et le fils de l'ancien ambassadeur était harponné dans la jambe. Petrika, quand tu penses que ton père a passé 18 ans en prison pour ça, qu'est-ce que ça te fait? Ben moi, de toute manière, le communisme est loin de moi, tout ça. Heureusement que c'est très loin de moi. Moi, c'était ses affaires, hein, je veux dire. C'était la guerre, je ne sais pas comment ils sont arrivés là, mais en tout cas, c'est des gens très très pauvres qui ont lutté, disons. Mais mon père lui-même, il était très déçu. Hein. Il était très déçu. Par exemple, on allait, lui, il était encore en poste, hein, on allait chez le ministre, par exemple, des textiles. Donc, à peu près tous les enfants sont partis partout. Enfin, c'est des explosions là, dans les familles des anciennes. Hein. Et dans le jardin de ce couple, enfin du ministre, par exemple, il y avait Madame Ceausescu et puis, bien évidemment, ma mère, mon père, enfin, on était là, quoi. Alors, c'était l'anniversaire, en fin de compte, de, je ne sais plus exactement quel anniversaire, de quelqu'un de la famille de Ceausescu. Non, de lui-même, mais je ne sais plus exactement pourquoi. Et par exemple, on trouvait au milieu du jardin, ça c'est bon, des choses connues comme ça, mais on trouvait au milieu du jardin, vécu par moi, quoi, un socle, entouré comme ça de bandes rouges et puis un beau drap par-dessus. Et Madame Ceausescu, à 10 h du soir, champagne, hymne national, enfin tout ça, elle a enlevé ça comme un monument au zéro, quoi. En fin de compte, là-dedans, il y avait un aquarium comme ça, hein, en cristal, et là, un coussin rouge, et sur le coussin, une chaussure en bois, des paysans, vous savez, comme les Basques, enfin, des chaussures en bois que Nicolas, son mari, avait fabriqué parce qu'il était menuisier dans la prison, quoi. Et il avait fabriqué quand il était dans la prison. Alors là, tout le monde était là, ah, c'est beau, c'est splendide, quel rythme, mais quelle finesse, il n'y a que lui qui aurait pu... Comme ça. Mais même pas d'aller chercher loin ton inspiration pour les mises en scène de théâtre, alors? Non. Les histoires d'opéra, c'est absolument à peu près pareil, quoi. C'est tout hallucinant. Et alors après Godunov, il y a Montpellier, tu vas faire un spectacle à Montpellier. Je répète Othello à Montpellier, alors... je ne sais pas si je vous dis que ma foi, Othello, c'est Kadhafi, il y a Gos el Sida, et que le lieu, disons, c'est un Beyrouth des années à futur. Mais c'est mieux de ne pas vous le dire parce que les gens d'opéra vont encore s'énerver. Hein. Le dimanche après-midi, le Bataclan s'appelle le Domingo. Kruger avec nous dans un instant. Te quiero decir, mira, mira, no puedes esperar. La música latina es la más mejor. Música americana, no tiene sabor. Latino sí, yankee no. Yo no comprendo la música americana. Alors Serge, le Bataclan, le dimanche après-midi, s'appelle le Domingo. Voilà. Et il y a tout ça dans la même après-midi. Oh, et beaucoup d'autres choses. Et beaucoup d'autres choses. Beaucoup de petits détails croustillants à prendre partout et à vivre. Et on peut amener les enfants. Et on peut amener les enfants. Au début, ça fait un peu thé dansant quand même. C'est-à-dire qu'à l'heure où toute la France regarde Jacques Martin, il y a la même musique chez toi, dans l'endroit le plus branché de Paris. Voilà, c'est d'ailleurs un thé dansant. Ce qui prouve que toute la France est réconciliée finalement. Mais je suis content que tu utilises ce mot parce qu'en fait, c'est le mot-clé de tout ça. Mon idée de base était une idée de réconciliation générale. J'aimerais qu'on se réconcilie tous. Ben là, c'est la grande réconciliation, voilà. Les noirs, les blancs, les jaunes. Là. Voilà, je suis pas Harlem Désir, attention. Ouais, non. Moi, ce qui m'intéresse pas, c'est qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient sympathiques, qu'ils soient mambo, rock, funk. Voilà, et qu'ils soient équilibrés de façon positive et marrante et gentille. Et j'aime surtout la gentillesse. Alors, on s'est connus il y a quoi? Il y a 10 ans? Oui, il y a 10 ans. Tu avais inventé le sloogie. 5 ans. 10 ans. 10 ans. Ah, face à, t'avais inventé le sloogie. J'avais inventé le sloogie, oui, la seconde peau de toutes les Le pantalon moulant, c'est toi? Voilà, le pantalon moulant, taille unique en faux cuir. Enfin, en faux cuir. En faux cuir. Ouais. Qu'est-ce que tu avais fait avant qu'on se connaisse? Eh bien, je faisais des collections de fringues. Ouais. C'était mon job. Et ça, c'était l'aboutissement de toutes mes recherches. C'est-à-dire le truc avec une seule couture et une seule taille et une seule couleur, quoi. Après, une fois arrivé à ce stade, j'ai cru que je ne pouvais pas aller plus loin. Ouais. J'ai pratiquement abandonné la couture.
T'as fait une boutique quand même. Oui. Il y a eu Radio Tchatch aussi. Il y a eu Radio Tchatch, qui était une radio entièrement consacrée aux musiques latino-africaines. Ouais. 100%. Qui a été un grand succès d'estime et un petit succès de réalité, parce qu'on avait un tout petit émetteur et finalement très peu de moyens. Et voilà, puis après, possédé par toutes ces musiques sublimes que j'ai eu l'occasion de découvrir, qui étaient musiques latino-africaines, il y a eu le tango. C'est bien qu'il y ait des gens comme lui quand même, non? Qui se donnent du mal pour nous faire du bien, non? Oui, oui, c'est rare d'ailleurs de voir des gens comme Serge qui arrivent à travailler avec leurs amis, toujours le même système, très en douceur, très en souplesse, et j'ai l'impression qu'il fait que ce qui lui plaît, ce qui est quand même une pièce de rêve. Malheureusement. Parce que c'est la seule chose que je sache faire. Ouais. Ce qui est un gros handicap que j'ai essayé de transformer en avantage. Ça t'empêche pas d'avoir toujours de jolies filles sur tes genoux et des grosses bagnoles quand même? Pour les mêmes raisons. Ouais. Et la puce, qu'est-ce qu'elle fait chez toi? Et la puce, elle travaille avec moi, elle s'occupe du vestiaire, elle s'occupe de la caisse, de différentes choses. J'ai rencontré la puce au tango. La puce travaillait au tango, qui était un bal musette avant. Et alors, elle travaillait là déjà, et puis alors elle m'a adopté un jour. Elle avait décidé de m'adopter. Alors j'ai dit, bon, bah, puisqu'elle m'adopte, je l'adopte aussi. C'est la puce, voilà. T'as quoi comme projet? Elle veille sur moi. T'as quoi comme projet, Serge? J'ai comme projet de créer un nouvel endroit très vaste, et qui sera un peu la synthèse de toutes ces expériences, qui se tiendra du lieu de rencontre, du music-hall, de la boîte de nuit, et surtout d'une sorte de place du village que j'aimerais reconstituer à Paris, une place du village moderne, et qui va se situer sur les bords du canal.
Jean-Daniel, bonsoir. Carl Zéro, bonsoir. Jean-Daniel, vous publiez Les religions d'un président. Et toi, tu nous fais une autre parodie qui s'appelle Élective. Cette fois, c'est pas détective. Après le Libéro Magazine et puis quoi d'autre? Et puis Le Monstre et l'Aberration qui est faite Jalon. Voilà. Je les avais fait. Jalon, celui-là, je l'ai fait tout seul avec Raoul Rabu. Donc c'est une parodie, vous le voyez, de détective. Mais on a repris l'ancien style de détective avec les beaux dessins de Di Marco originaux, vous voyez. C'est assez magnifique à voir. On va y venir. Mitterrand candidat, vous le saviez depuis quand? Oh, je l'ai su en même temps que tout le monde. Vous n'étiez pas dans la confidence un peu avant tout le monde? Non, je crois vraiment, alors que c'est pas le genre à mettre qui que ce soit dans la confidence. Et quand je dis qui que ce soit, je dirais ses intimes, ses vrais intimes. Qui c'est? Sa femme, peut-être. Ouais. Non, je crois que la décision de prendre, il l'a dit, la décision de se représenter, il l'a prise à peine il y a 3 semaines. Et la décision de le rendre public, il l'a prise quelques jours avant, le matin même, puisqu'il l'a dit à midi, une émission d'1 heure. Le matin même, je témoigne, parce que je leur demandais. Je leur demandais pour une question précise, j'avais à fabriquer le journal. Il fallait bien que je le fabrique dans un sens ou l'autre. 2 de ses plus proches collaborateurs ne le savaient pas. Il a tout d'un coup décidé que ce serait tel jour à midi, et 1 heure avant, il n'a pas voulu le dire. C'est un homme qui planifie, organise, stratégifie le secret, ça, il adore ça. Votre rapport avec lui, c'est quoi? Vous l'appelez, il vous appelle, vous vous appelez au téléphone? Moi, non. C'est lui qui vous appelle? Moi, j'appelle ses collaborateurs, et à ce moment-là, il juge. Et encore, c'est un peu passé, ça. C'est un petit peu, ça s'est transformé. Mais au début, oui, il lui arrivait, et il lui arrive encore quelquefois d'appeler. Il vous emmène avec lui dans les voyages présidentiels? Il m'a souvent emmené dans des voyages, oui. Alors j'ai connu le rythme des voyages officiels. C'est une amitié plutôt récente, parce que vous étiez plutôt mendésiste, rocardien, et l'idée de s'associer avec le Parti communiste pour prendre le pouvoir en 81, c'était pas vraiment votre cup of tea quand même, non? C'était pas seulement... pas ma cup of tea, c'était ma nausée, je veux dire. Pour moi, c'était une façon, si vous voulez, de trahir, je dirais même. Alors, l'idée très savante de savoir qu'il fallait s'allier à eux pour pouvoir en faciliter le déclin, c'était une idée qui nous paraissait tordue. Tordue. Ça a marché, remarquez. Et ça a marché. Et puis en 83, ils sont tous devenus mendésistes, rocardiens ou sociodémocrates. Donc... En ce moment, ce qu'on fait partout. J'écoutais l'autre fois Raymond Barre, un homme qui parlait de manière un peu plus naturelle. Il commençait à rire, à plaisanter, à se travestir. Mais le langage, au fond, c'est le recordo-mendésisme. Tout le monde est devenu recordo-mendésiste. Hélas, Mendès est mort et Rocard n'est plus en place d'être président. Mais vous pensez que Mitterrand, il anticipe réellement ou qu'il s'accommode de ce qui arrive? C'est-à-dire qu'en 81, il dit je m'associe avec les communistes et puis finalement, ça marche pas. En 83, il change d'avis. Après, en 83, il est social-démocrate. Maintenant, il est devenu chrétien social. Et on va en parler, c'est un peu ce que dit votre bouquin. Vous pensez qu'il n'y a pas une théorisation de l'échec a posteriori ou du succès a posteriori? Il y en a dans des domaines, incontestablement. Mais dans la question que vous me posez, là, je témoigne qu'au moment de la Chine, justement, quand je lui posais, quand de tas de gens, de tas de confrères, enfin, quand moi, à cette occasion d'intimité, très loin de la France, je lui pose la question de manière aussi précise que vous me la posez, il dit il faut être fidèle à l'Alliance de telle manière que ce soit eux qui la quittent. Eux, c'est les communistes. Donc la stratégie vis-à-vis des communistes est une des 4 ou 5 choses qu'il a maîtrisées, planifiées, qui n'est pas ce que vous dites, très justement d'ailleurs, de la théorisation a posteriori, comme tous les hommes politiques en font, et comme lui-même en fait à propos d'autre chose. Dans votre bouquin, donc, on voit que Mitterrand, après avoir été en 80 donc l'allié des communistes, en 83 un peu plus social-démocrate, un peu beaucoup même. Vous, maintenant, vous dites qu'il est, en fait, la théorie du bouquin, c'est qu'il a réconcilié la tradition socialiste et la tradition chrétienne en France. Totalement. Et vous expliquez tout ça par un refus de l'argent. Cet homme, qui était libertin, il a toujours aimé les femmes, qui était florentin, toujours aimé les intrigues, qui aimait la vie, qui aimait la réussite et qui réussissait. Un homme séduisant, intriguant mais séduisant. Bon, cet homme, tout d'un coup, il voit arriver sur son chemin De Gaulle, une sorte de géant de l'histoire. Il se dit, je suis terminé. Mon chemin se termine là, avec cet homme, cette ombre énorme que moi. Qu'est-ce qu'il fait? Et tout d'un coup,
il se dit, il faut absolument, et alors ça c'est merveilleusement fait, c'est ça qui m'a amusé de revoir, beaucoup plus de démultiplier quelqu'un. Là, il est d'une stratégie extraordinairement froide. Il se dit, si je veux être quelqu'un en face de cet homme, il faut qu'aux yeux de tous les Français, je devienne son seul interlocuteur. Comment être son seul interlocuteur? Être comme Malraux, qui chante tous les jours son génie? Être comme Debré, qui suit tous ses caprices? Être comme la plupart? Non, il faut que je sois son ennemi privilégié. Et il faut que, grâce aux imprécations contre lui, je me hausse à son niveau. Et bien, il est arrivé en 65. Et il adopte à ce moment-là, il se dit qu'il y a une doctrine qui attaque les hommes. Je ne peux plus être un grand homme, je ne peux pas être encore un grand homme. Donc il faut que je sois l'homme d'une doctrine. Il découvre le socialisme et m'a découvert ce que je crois avoir fait, c'est que s'il a découvert ce socialisme, c'est parce que dans son enfance, catholique, provinciale, familiale, autour de la table commune, le soir où il y avait 11, 12, quelquefois 22 personnes, il y avait un seul sujet interdit. On ne parle pas d'argent à table. On ne parle pas d'argent à table. Parce que c'était l'indécent. C'est bien connu. Et j'ai fait le pont entre ces souvenirs d'enfance si déterminants et puis l'adoption d'une nouvelle doctrine. Ils vont vous reprendre à Europe 1 ? Mais ils m'ont repris. Et vous vous en repris? Ils m'ont repris, oui. Je trouve même qu'ils m'ont trop repris, puisque vous savez que je suis conseiller de Jean-Pierre Joulin, institutionnellement. Je suis devenu conseiller de la rédaction. Vous faites allusion à ça parce que... oui. Parce que vous liez tout de suite ça à la victoire de Mitterrand éventuelle. Hein? Vous n'avez pas tout à fait tort, je crois. Alors, Karl? Eh ben, vous parlez de Mitterrand, mais je suis inquiet parce que, à l'heure où je vous parle, il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que Mitterrand est devenu fou. La charge de l'État, le fait que, justement, toutes ces personnalités qui se heurtent dans sa tête, le malheureux est devenu le forcené de Latché. Ouais. Et dans Élective, je décris la terrible descente aux enfers. Eh bien, tiens, la terrible descente aux enfers du forcené de Latché qui est devenu fou et qui tire sur les pins des Landes depuis sa maison. Alors... La bête mutile son oncle pour vivre la vie de château. Mais est-ce que tout le monde en prend pareil pour son grade? Oh, bien entendu, bien entendu. C'est un journal qui est ouvert à tous et je te l'ai dit, je suis le reporter de l'impossible, donc à l'impossible nul n'est tenu et moi je suis tenu à l'impossible puisque je suis le reporter de l'impossible, donc je parle de tout. Et chacun en prend exactement pour son grade. Est-ce que tu vas être saisi au moins? J'espère que non, je touche du bois mais ça n'est pas du bois. J'espère que non, mais il y a des chances parce qu'il y a diverses choses qui peuvent risquer la saisie, qui peuvent faire que je termine la semaine en prison. Tu n'as pas l'air sûr que tu sois saisi, Jean, là, quand même. Saisi? Ouais, non. Non, on va pas jusque-là. Ben, c'est-à-dire, si vous êtes bien avec Mitterrand et que vous pouvez arranger les choses, s'il y a un danger de saisie de ce côté-là, ça m'arrangerait. Non, je crois pas qu'il y ait un pouvoir politique sur la saisie. Pas en ce moment. Hein? Pas en ce moment. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Surtout que vous le présentez, si j'ai bien compris, d'une manière canularesque. Alors, non, écoutez, je ne me souviens pas qu'on ait saisi, sauf une fois, comment... C'était à Rakiri. Ouais, une fois. Il y a longtemps. Oui, une fois. C'était sur Colombay. Oui, balle tragique à Colombay, ouais. On a saisi une autre fois quand ils avaient mis en couverture la femme de Giscard d'Estaing nue grâce à un photomontage. Ah, oui. C'est les deux seules fois où il y a eu des saisies. Mais là, en période électorale, évidemment, je croise les doigts. J'espère ne pas être saisi. Parce que c'est un journal que tous les Français doivent lire avant de voter. C'est un journal vraiment important. Et je vous signale qu'il y a Pierre du Nord également, non, je trouve dont on peut acheter l'effigie. Hein, Pierre du Nord, il est indiscutable. Écoutez, il le vend bien. Arriver à laisser croire que quelque chose peut être saisi, le réflexe peut être en effet assez payant. Il faut l'acheter avant qu'il soit saisi, parce qu'après il n'en restera plus, forcément. É de amargar, é de doer. Qualquer lugar que eu vá, lá vem você. Pra que lembrar se faz sofrer? Por que será que meu Deus inventou não te esquecer? É de amargar, é de doer. Qualquer lugar que eu vá, lá vem você. Pra que lembrar se faz sofrer? Por que será que meu Deus inventou não te esquecer? Eu queria deixar de pensar em você um dia. Eu queria te ver como outro qualquer veria. Simplesmente dizer tudo aquilo que eu mais queria.
Eu queria demais aprender a dizer. Eu queria colar por aí seu cartaz com uma letra bonita e escrever. Não aguento mais. Eu queria colar por aí seu cartaz com uma letra bonita e escrever. Não aguento mais. É de amargar, é de amargar, é de doer. Qualquer lugar que eu vá lá ver você. Pra que lembrar se faz sofrer? O que será que meu Deus inventou não te esquecer? Eu fingia deixar de notar que você fingia. Eu fingia aceitar toda vez que você traía. Nessa hora pra não te perder é que eu mais fingia. Eu fingia alegria perdendo você. Eu queria colar por aí seu cartaz com uma letra bonita e escrever. Não aguento mais. Eu queria colar por aí seu cartaz com uma letra bonita e escrever. Não aguento mais. É de amargar, é de amargar, é de doer. Qualquer lugar que fala vem você. Pra que lembrar se vai sofrer? O que será que meu Deus inventou não te esquecer? É de amargar, é de amargar, é de doer. Qualquer lugar que eu fala vem você. Pra que lembrar se vai sofrer? O que será que meu Deus inventou não te esquecer? eu queria deixar de pensar em você um dia. Eu queria te ver como outro qualquer veria. Simplesmente dizer tudo aquilo que eu mais queria. Eu queria demais aprender a dizer. Eu queria colar por aí seu cartaz com uma letra bonita e escrever. Não aguento mais. Eu queria colar por aí seu cartaz com uma letra bonita e escrever. Não aguento mais. É de amargar, é de amargar, é de doer. Qualquer lugar que eu falo vem você. Pra que lembrar se faz sofrer? O que será que meu Deus inventou de te esquecer? Eu fingia deixar de notar que você fingia. Eu fingia aceitar toda vez que você traía. Nessa hora pra não te perder é que eu mais fingia. Eu fingia alegria perdendo você. Eu queria colar por aí seu cartaz com uma letra bonita e escrever. Não aguento mais. Eu queria colar por aí seu cartaz com uma letra bonita e escrever. Não aguento mais. Eu queria colar por aí seu cartaz com uma letra bonita e escrever. Não aguento mais. Eu queria colar por aí seu cartaz com uma letra bonita e escrever. Não aguento mais. Eu queria colar por aí seu cartaz com uma letra bonita e escrever. Não aguento mais. Eu queria colar por aí seu cartaz com uma letra bonita e escrever. Não aguento mais. Michel Déon, bonsoir. Très heureux de vous avoir dans Banyuny. Vous admire beaucoup, vous n'êtes pas souvent à Paris. Vous êtes là pour combien de temps? Oh, je suis là pour une dizaine de jours simplement. Je suis venu voter jeudi prochain. Ah d'accord. Et vous avez un pied-à-terre à Paris, vous habitez à l'hôtel? Non, non, j'habite dans ma maison d'édition, c'est-à-dire chez Gallimard même. Ah bon, mais vous avez quoi chez Gallimard? J'ai une chambre très agréable. Ah, c'est bien. Ça, oui, c'est merveilleux. Non, non, alors un jour, vous avez pris une grande décision. Vous avez quitté Paris, une espèce d'exil volontaire comme ça. Ça vient d'un dégoût de Paris. Est-ce que vous pouvez me raconter le moment? Comment ça s'est passé? À quel moment vous avez pris votre décision? Eh bien, écoutez, d'abord, j'ai beaucoup aimé Paris, j'y ai énormément vécu, et je dois dire une chose, à l'automne, je me suis énormément amusé. Ouais. Et puis, un jour, j'ai rencontré la femme de ma vie, et je l'ai épousée, et la vie devenait un tout petit peu différente. Ouais. Et alors, nous sommes allés vivre en Grèce tous les deux. C'était un petit peu la fin de mes nuits à Paris. Je suis devenu un homme du jour après avoir été un homme de la nuit. J'ai beaucoup changé à cette époque-là et puis j'ai surtout senti le besoin de travailler, d'être seul, d'être isolé. D'écrire. Voilà, d'écrire. Mais vous n'étiez pas sûr de vivre de votre littérature en plus? Non, je n'étais pas très sûr. C'était très courageux quand même. Je fais un pari, mais c'était un pari qu'on pouvait gagner en étant très au calme et puis dans une atmosphère nouvelle. Je suis parti pour la Grèce. Ouais, mais... Et financièrement, vous avez eu des moments difficiles à cette époque-là? Ah oui, c'était... Jusqu'au poney sauvage, ça n'a pas dû être simple quand même, non? Non, ça n'a pas été très simple, ouais. Non. Mais enfin, j'ai été très soutenu par ma maison d'édition, par Gallimard, et vraiment ça, je leur en suis infiniment reconnaissant parce qu'ils m'ont vraiment permis de faire ce que je voulais. Ils m'ont donné le temps de le faire. Vous savez, le temps pour un écrivain, c'est capital. Bien sûr. Alors vous êtes malade d'une maladie que je connais bien, c'est l'hyslomanie, c'est-à-dire que vous êtes un nomade sédentaire, dites-vous, c'est-à-dire que vous allez dans des îles, quoi. Ce qui est pas vraiment le voyage, parce qu'une fois qu'on est dans l'île, on ne peut plus bouger. Ah mais oui, mais alors là, j'ai une théorie là-dessus. Je trouve que les îles sont mouvantes, n'est-ce pas? Ouais. Les îles se déplacent.
Elle se déplace, l'horizon se déplace, les nuages se déplacent. On a vraiment l'impression que les îles avancent ou reculent. Ah bon. Et vraiment de Spetses, quand j'y suis allé la première année, je regardais en face, nous avions l'île d'Hydra. Il y a des jours où on la voyait avec une netteté extraordinaire, on voyait une tête d'épingle à 15 000, et puis d'autres jours on ne la voyait absolument plus. Ça voulait dire que nous l'avions quittée ou bien que l'Hydra s'était en allé. Donc c'est pas du tout sédentaire, une île, on vit avec. Et puis surtout, c'est un microcosme. On voit la vie sous tous ses aspects du matin au soir. Et la relation avec le continent est très agréable parce que c'est un bateau par jour, on l'attend, le bateau apporte. On attend la trompe du bateau. Ouais. La trompe du bateau, les amis qui arrivent par le bateau, et les lettres, le courrier, voilà. Mais c'est une corvée pour vous de revenir à Paris? Non, non, c'est pas une corvée du tout. J'adore Paris, j'aime infiniment Paris. Quand je viens ici, c'est 10 jours de théâtre et de cinéma, d'amis. Je trouve ça très bien. Et ensuite, j'en ai tout d'un coup un petit peu assez. Je repars et je retourne à une certaine solitude, à la vie à la campagne. Alors pendant la guerre, on peut en parler parce que vous n'avez pas caché dans votre livre Mes Arches de Noé. Vous avez travaillé très près de Charles Maurras. Oui, j'ai été... Vous étiez secrétaire de rédaction de l'Action française. Oui, pas mal. Non, je l'ai raconté, je l'ai toujours dit. J'en suis très fier parce que c'est une période extrêmement intéressante pour moi. C'est une période qui était triste parce que ça ne s'est passé pas à Paris, ça se passait à Lyon, qui n'est pas une ville extrêmement gaie. Et surtout, en plus, à cette époque-là, qui était une ville même un peu plutôt sinistre. Mais enfin, ça m'a beaucoup appris de choses. Et puis, j'ai un grand respect pour Maurras. Sauf son antisémitisme, c'est quelque chose que vous avez toujours... Oui, ça, j'ai toujours pris une grosse distance à cet égard-là. Je n'ai pas suivi toutes ses options politiques, loin de là. Bon, il a fait de moi un monarchiste, que je suis resté. Je crois que dans votre livre, Louis XX, vous lui reprochez d'ailleurs, je crois tout à fait à juste titre... d'être orléaniste. D'être orléaniste, ah bah oui. Comment peut-on être orléaniste? Non, c'est une erreur incontestable. C'est une mauvaise interprétation de la coutume française. Peut-être qu'à l'époque, le droit traditionnel était moins rénové qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des recherches qui ont été faites sur la légitimité qui sont quand même plus... qui démontrent indéniablement la... Oui, incontestablement. Bon, moi, je suis tout à fait de votre avis là-dessus. Je trouve que notre monarque est en effet le petit Louis XX, il n'y a pas l'ombre d'un doute, et non pas ces Orléans qui ont toujours trahi. Vous dites que l'antisémitisme de Maurras a été a empêché une restauration monarchique en France. Vous pensez que si le comte de Paris ou si le prétendant légitimiste à l'époque était parti à Londres avec De Gaulle aurait pu jouer le rôle d'un monk moderne en France Vous savez, il a joué le rôle de monk pour lui-même. Hein. Ouais. Il s'est mis sur le trône plutôt. Je ne pense pas qu'il ait eu l'intention d'y mettre qui que ce soit. Pourtant, dans ses mémoires ou dans ses notes, on voit très bien qu'après, il y a pensé quand même. Il est possible qu'il y ait pensé, oui, mais enfin, je ne crois pas qu'il ait jamais poussé jusqu'à la réalisation. Généralement, ce qu'il pensait et ce qu'il voulait, il l'a fait. Hein. Oui. S'il avait voulu le faire, il l'aurait fait. Ah bah certainement, oui. Vous allez voter pour les présidentielles? Certainement, oui. Donc vous êtes monarchiste et vous élisez le président de la République? Eh bien, vous savez, Maurras disait que chaque électeur détient une part de la royauté et qu'il fallait l'exercer. Ah bon, vous pensez que je devrais voter alors? Alors vous êtes un des hussards, puisque dans les années 50, c'est Bernard Franck qui avait commencé ça s'appelait Grognard et Hussard, dans son petit texte, avec Blondin, Nimier, Kléber-Hédin, c'est pas trop quand même, hein. Jacques Laurent sûrement. Oui, enfin il y avait plein de hussards. Des hussards d'honneur. Alors est-ce que c'était une invention des journalistes ou est-ce que c'était un vrai truc? Est-ce que, à l'époque, vous aviez vraiment le sentiment de faire partie de quelque chose qui s'appelait les hussards? Ou est-ce que c'est une construction a posteriori, ou disons un tout petit peu plus tard, comme les nouveaux philosophes, ou même les nouveaux hussards d'ailleurs? Je vais vous dire que c'était une blague qui a été lancée comme ça et puis qui a été transformée en une classification qui est facile pour les critiques littéraires, pour les histoires de la littérature moderne et qui parlent de nous quatre, ont toujours un chapitre pour nous quatre, alors que ce sont des inspirations, je crois, des écritures très différentes, des romans très différents. Il n'y a pas tellement de choses en commun, sinon une certaine amitié. Une amitié et puis aussi une lutte contre l'existentialisme, enfin pas une lutte, mais un refus de l'existentialisme et du réalisme sartrien, disons. Oui, nous n'étions pas les seuls. Vous comprenez, il faut comprendre Michel Morte, il faut comprendre Lord Odenbach, beaucoup d'autres, même Paul Ceran, enfin beaucoup d'autres garçons comme ça. Alors, il y a quelques années, il y a eu une autre construction qui était faite c'était l'événement du jeudi, c'était Garcin, c'était les nouveaux hussards. Alors, il y avait Neuf, Tillinac, Rouard, moi il m'avait mis dedans. Oui. Est-ce que vous croyez là aussi que c'est une invention de journaliste ou est-ce que vous sentez une parenté entre des gens comme Besson, Neuf, Tillinac, Rouard et peut-être... Je sens une évidente parenté avec eux parce que je les aime beaucoup et ils me font penser à ma jeunesse. Alors évidemment, je les regarde d'un œil attendri. Et en plus de ça, je leur trouve à tous beaucoup de talent. Ouais. Alors, tout le monde a salué l'année dernière la Montée du Soir, qui est un livre bref, mais consistant, enfin, solide. Et c'est quoi le prochain?
Eh bien, écoutez, c'est un petit peu embêtant, vous me posez une question assez terrible, parce qu'avec la montée du soir, j'ai eu l'impression de me fermer la porte. Et de dire, bon, c'est fini, c'est le roman, le soir est monté, le héros s'en va, on ne le voit plus. Ouais. Et puis, je me sens encore quand même une certaine vitalité, je me dis, pourquoi pas, voyons, est-ce que je ne pourrais pas écrire autre chose? Alors, j'ai une pièce de théâtre qui sort au mois d'octobre, et puis j'en ai une autre au mois de janvier. Alors, peut-être que je me dirigerai peut-être de ce côté-là. Du théâtre? Du théâtre, oui. Vous n'avez jamais regretté d'être parti? Oh non, jamais une fois. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio. Tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí seja aqui, tudo que sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares, quando eu te vejo eu desejo teu desejo, menino do Rio, calor que provoca arrepio, tome esta canção como um beijo, menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí seja aqui, tudo que sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares, quando eu te vejo eu desejo teu desejo, menino do Rio, calor que provoca arrepio, tome esta canção como um beijo, tome esta canção como um beijo. Jean-Claude Binoche, bonsoir. Pierre Maraval, bonsoir. Jean-Claude, tu es le commissaire priseur branché, quoi. Ça fait 20 ans. Je suis un peu un vétéran du branché, mais ouais. Ça fait effectivement 20 ans que je vends de l'art contemporain. Alors évidemment, l'art contemporain que je vendais il y a 20 ans n'est plus vraiment contemporain aujourd'hui. C'était qui alors il y a 20 ans par exemple? À 20 ans, c'était Clazen, c'était Monory, c'était Armand, César, etc. qui sont toujours des peintres que je vends et que j'aime bien. Mais tout d'un coup, il y a 4 ans, je me suis dit vraiment, je vieillis, je deviens complètement sclérosé, il faut changer ça, il faut ouvrir. J'ai toujours ouvert un petit peu les ventes comme ça sur des jeunes artistes, mais enfin, c'était un peu homéopathique, c'était 2 ou 3 jeunes artistes par vente. Donc j'ai pris, je me suis dit, bon, bah, il faut recommencer ce que j'ai fait il y a 20 ans, et puis il faut absolument que je prenne 6 mois comme ça à visiter tous les ateliers, à voir ce qui n'est pas encore en galerie, ce qui n'est pas encore vu et connu, pour le montrer et puis faire mon travail de commissaire-priseur, c'est un travail de montreur. Alors la vente de cette année, là, c'est la 3e, c'est ça? Alors ça, c'est la 3e. Mais celle-là est carrément beaucoup plus importante que les autres, parce que d'abord, il y a 240 tableaux, ce qui est quand même énorme. Et il y a là vraiment une vente pure et dure. C'est-à-dire qu'il y a tout ce que j'aime, sans aucune concession pour ce qui est à la mode. Je suis content d'être dedans. Oui,
Pierre est dedans, évidemment. J'aime bien ce qu'il fait. Mais ce sont des ventes où je m'investis beaucoup dans la mesure où je présente ça comme la peinture auquel je crois. Et non pas comme la peinture que j'ai... Enfin, c'est pas une affaire de commerce, c'est une affaire de cœur. Alors qui y a, par exemple? Il y a des gens aussi différents que Maraval, que Langlade, que les musulmans fumants. Dom Blonde, que j'aime bien. Dom Blonde, qu'on aime tous, que j'aime bien aussi. Vati, Tristan, Speedy Graffito, il y a même Blais, Combas. Il y a tous ces jeunes qui ont entre 25 et 35 ans et qui ont déjà du métier, qui ont déjà quelque chose à dire et qui se présentent comme ça dans les ventes, qui se jettent au public, un peu comme on jetait les chrétiens aux fauves à l'époque romaine. Et moi, je suis là comme ça, non pas pour les massacrer, mais pour les offrir. Alors, c'est le 13 avril à l'Espace Cardin. Alors, c'est le 13 avril à l'Espace Cardin. D'abord, c'est public. Hein, il faut bien expliquer aux gens qui nous regardent que c'est une vente publique, c'est une vente qui est ouverte à tout le monde, que les prix sont des prix qui ne sont pas très élevés, c'est-à-dire qu'ils s'étagent entre 4 000 et 20 000 francs. C'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde, ou à la plupart des amateurs. Et que même si on n'achète pas, il faut venir. Comme ça, on saura au moins quels sont les artistes d'aujourd'hui. On prend un bain de création contemporaine. L'exposition, c'est le 11, le 12 et le 13. Et la vente avril, donc. Et la vente, c'est le mercredi 13 avril à 20h à l'Espace Cardin. Dans ton expo, il y a Maraval, qui est non seulement artiste, mais qui est en plus un des associés avec Esther de la galerie Beaux-les-Arts. C'est pas dur pour un artiste d'être associé dans une galerie? C'est un peu difficile en France parce que c'est difficile à faire admettre. Un artiste, c'est comme un cuisinier au Massal, il doit rester dans sa cuisine, il ne doit pas en sortir. Mais moi, j'en suis sorti. J'ai monté une galerie qui s'appelle Beaux-les-Arts, je suis encore partenaire. Mais cela dit, je ne m'en occupe pas, je ne la dirige pas. La galerie Beaux-les-Arts a coché une exposition au bain mardi dernier. Mardi dernier, il y a eu un dîner mémorable. Il y a un dîner mémorable, de vernissage. Un peu trop bu. Vous avez trop bu? Oui. Et c'est assez similaire, on essaie de montrer vraiment les choses qu'on a aimées durant les derniers 5 ans, puis c'est l'anniversaire de la galerie, sans se préoccuper de vente, d'impératifs commerciaux, des choses comme ça. On essaie vraiment de montrer tout ce qu'on a aimé pendant cette période, et ça doit rejoindre assez ce dont parlait. Il y a qui alors? J'y suis dedans, il y a Maki Wen, il y a Combas aussi, il y a Meyer. J'aime bien Christophe Meyer. Christophe Meyer. William McHenry aussi, qui est très bon. Vous aimez McHenry aussi? Vous l'avez dans la vente? Il y en a deux. Et puis voilà, je sais pas d'autres. Mais ça veut dire qu'on peut acheter des tableaux au bain alors? On peut acheter des tableaux au bain, il faut s'adresser aux caisses. Ils ont une liste de prix à la caisse? Ils ont une liste de prix à la caisse. Mais en fait, ils renvoient sur la galerie. Ils ne font pas de commerce avec les tableaux.
great. Once you leave, gang, you may not re-enter. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.